The International Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, merci beaucoup. Madame la greffière d'audience, pouvez-vous présenter l'affaire, s'il vous plaît? La greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire en l'affaire le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Référence de l'affaire ICC 02 11 01 15. Nous sommes en audience publique. Le Président, merci beaucoup. Nous allons maintenant entendre les équipes qui vont se présenter en commençant par le procureur. Madame Brady, bonjour. Nous avons Reinhold Gallmetzer, Priyadarsini Narayanan, Eric MacDonald, notre gestionnaire de dossier Nera Mandavia et Helen Brady. Merci. Le président, la défense de M. Gbagbo. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. L'équipe de défense est composée de Jennifer Naouri, qui est à côté de Laurent Gbagbo, derrière moi du professeur Jacobs, de Fiona Gantré, assistante juridique, Galadriel Marchais, case manager, et Angèle Jean-Georges, case manager, et quant à moi, je suis Emmanuel Altit, avocat principal de Laurent Gbagbo. Merci. Le président, la défense de M. Blé Goudet. Good morning, Honors. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur Blé Goudet est représenté aujourd'hui par Monsieur Claver Endry à ma gauche. Deuxième rang, Monsieur le Président, Monsieur Siri Zoku du barreau de Bruxelles, Madame Antonia Dyke, assistante juridique, Sarah Pedroso. Et au deuxième rang, nous avons l'une de nos nouvelles assistantes, Despoina Elefthero. Oui, je vais essayer de prononcer son nom correctement. Eleftheriou. J'espère que je le prononce correctement. Est-ce que vous, le Président, est-ce que vous pourriez épeler le nom, s'il vous plaît? Maître Knops, je pourrais envoyer l'orthographe du nom de Maître Eleftheriou tout à l'heure pour gagner du temps, et je suis Maître Knops. Le président, et pour le compte-rendu, je constate que messieurs Gbagbo et Blé Goudet sont présents dans la salle d'audience. Le bureau du Conseil public pour les victimes, les victimes sont représentées par le bureau du Conseil public pour les victimes, Madame Peña Anna, et je suis Paulina Massida, conseil principal. Le président, merci beaucoup. Et puis maintenant, nous prenons les représentants du gouvernement de Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Le gouvernement de Côte d'Ivoire est représenté à votre audience par Maître Mignard, Maître Blard, avocat au barreau de Paris, et moi-même, avocat au barreau de Paris, et Maître Mamadou Koné et Maître Abdoulaye Maïté, avocat au barreau d'Abidjan. Je vous remercie, Monsieur le Président. Thank you. Le président, merci beaucoup. Nous avons également le bureau du greffier, le greffe. Président, Mesdames et Messieurs les juges, à mes côtés sur le banc du greffe, il y a Jamila Zoubir, juriste coordinatrice, et Romina Morello, conseillère en coopération et en relations extérieures.
Je suis Marc Dubuisson, le directeur des services judiciaires et je représente le greffier Peter Lewis. Je vous remercie. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Je crois que nous avons entendu tout le monde. Merci. The appeals chamber is convened. La chambre d'appel est réunie Oral submission pour entendre les arguments oraux dans la requête de M. Gbagbo en date du 7 octobre 2019, the appeals chamber to reconsider demandant à la chambre d'appel de reconsidérer une décision précédente que j'appellerai ici la requête en reconsidération. Je vais donner un résumé de la procédure jusqu'à aujourd'hui. Par un arrêt majoritaire annoncé le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance a acquitté M. Gbagbo et M. Blé Goûté de toutes les charges contre eux en l'affaire présente. La juge Karbucha ayant une opinion dissidente. Le 16 janvier 2019, le procureur a présenté une requête à la Chambre de première instance demandant que M. Gbagbo et M. Blé Goûté ne bénéficient pas d'une liberté totale, ce qui est la norme dans le cas d'un acquittement. Ils ne devraient être remis en liberté que à des conditions, c'est-à-dire qu'il y ait un État disposé à les accepter sur son territoire aussi avec ces conditions. Si un tel État pouvait être identifié, le procureur a demandé que M. Gbagbo et M. Blé Goûté soient maintenus en détention en attendant l'issue de l'appel. Le procureur avait l'intention de déposer effectivement un appel contre cet acquittement. La Chambre de première instance, à la majorité, a rejeté cette requête. Et le juge Herrera Karbucha présentant une nouvelle fois une opinion dissidente. Le 23 janvier 2019, le procureur a fait appel contre contre la décision de la Chambre de première instance et rejeté sa requête de mise en liberté conditionnelle de M. Gbagbo et de M. Blé Goûté. Le 1er février 2019, la Chambre d'appel a entendu les arguments oraux des parties. Et dans cet appel, le même jour, la Chambre d'appel a émis sa décision en ce qui concerne l'appel du procureur sur cette question. Dans la décision de la Chambre de première instance, la Chambre indique notamment que la Chambre d'appel amende la décision et impose des conditions à M. Gbagbo et à M. Blé Goûté pour leur mise en liberté, à condition qu'un État soit disposé à les accepter sur son territoire et qu'il ait la capacité et la volonté de mettre en œuvre les conditions imposées. Donne instruction au greffier d'identifier et de conclure des arrangements avec des États disposés à accepter M. Gbagbo et ou M. Blé Goûté sur leur territoire et à mettre en œuvre les conditions indiquées. Indique que la Chambre d'appel elle-même peut réexaminer et modifier les conditions de mise en liberté à l'avenir à l'initiative de la Chambre elle-même ou à la demande d'un parti ou d'un participant. Le 7 octobre 2019, M. Gbagbo a déposé sa requête en reconsidération de l'arrêt de la Chambre d'appel, les réponses à la requête de M. Gbagbo de reconsidération ont été reçues les 16 et 17 octobre 2019. Le 20 décembre 2019, la Chambre d'appel a organisé une audience sur cette question devant se tenir le 6 et éventuellement le 7 février 2020. Avec l'autorisation de la Chambre d'appel, le 22 janvier 2020,
le gouvernement de Côte d'Ivoire a déposé des observations relatives à la requête de M. Gbagbo aux fins de reconsidération. Le 30 janvier 2020, la Chambre d'appel a rendu un arrêt a rendu une décision sur la menée de l'audience, y incluant des questions devant guider les arguments des parties et des participants, ainsi que l'ordre dans lequel les parties et les participants étaient invités à s'adresser à la Chambre d'appel. Voilà donc la toile de fond de la procédure pour aujourd'hui. S'agissant du déroulement des débats, il est rappelé que dans la décision sur le déroulement de l'audience, la Chambre d'appel a indiqué à la fois l'ordre et le temps imparti aux parties et aux participants pour s'adresser à la Chambre d'appel. Les débats seront donc menés conformément à cet ordre du jour. Avant que je n'écoute les conseils, je voudrais présenter présenter aux parties et aux participants un certain nombre de modalités de cette audience. Lorsqu'ils s'adressent à la Chambre, les parties et les participants sont invités à se référer aux questions indiquées dans la décision sur la menée de la procédure. Ils sont libres de s'adresser ou d'évoquer ces questions de la manière qu'ils jugent la plus appropriée. Ils doivent respecter dans leur présentation les délais impartis. Le greffier d'audience surveillera l'horloge et fera un signe aux parties ou aux participants 5 minutes avant la fin de son temps de parole. Nous aurons 3 sessions brèves prévoyant du temps pour les questions des juges qui pourront être posées à n'importe quel moment. Sans plus attendre, je vais maintenant vous donner lecture des questions qui ont été proposées aux parties et aux participants. Premièrement, dans quelles circonstances est-ce que la Chambre d'appel peut reconsidérer ces arrêts prononcés en application de la règle 158 du règlement de procédure et de preuve? B. Si la Chambre d'appel peut reconsidérer ces arrêts prononcés en application de la règle 158, quelle est la norme applicable? Au-delà de cette question de reconsidération, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour que la Chambre d'appel puisse réexaminer et révoquer les conditions de la remise en liberté fixées dans l'arrêt du 1er février 2019? D. Est-ce que la mesure sollicitée par le procureur dans son mémoire en appel, dans l'appel principal contre l'acquittement de M. Gbagbo et de M. Blé-Goudé, c'est-à-dire une déclaration d'un vice de procédure dans le procès, est-ce que cela a une incidence sur le maintien des conditions imposées à la mise en liberté dans cet arrêt? Voilà, en bref, les questions que les parties sont invitées à traiter lorsqu'elles s'adressent à nous. Je vais maintenant entendre d'abord le conseil pour M. Gbagbo. Vous disposez de 30 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est le professeur Jacobs qui va s'adresser à la Chambre sur ces questions. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, pour répondre à votre première question concernant les circonstances dans lesquelles une chambre d'appel peut reconsidérer un jugement rendu sur la base de la règle 158 du règlement de procédure et de preuve,
la position de la défense est la suivante. D'abord, sur la question de la reconsidération en tant que telle. Entre reconsidération et réexamen, nous avons estimé que la reconsidération s'imposait. Pourquoi ? Parce que la reconsidération touche à la raison d'être sur laquelle est fondée la décision dont on demande qu'elle soit à nouveau examinée. Ici, la décision du 1er février 2019. Tandis que le réexamen touche aux modalités, non à sa raison d'être. Or, c'est bien la raison d'être des restrictions imposées à la liberté de Laurent Gbagbo que nous avons discuté dans notre requête du 7 octobre 2019. En effet, Council, do you have authority for that definition of distinction? Le Président, est-ce que vous avez des sources, des références s'agissant de cette distinction entre la reconsidération et le réexamen? Est-ce que vous vous fondez sur une référence juridique? Est-ce que vous pouvez nous la communiquer pour que nous comprenions les choses ainsi? Merci, Monsieur le Président. Il nous semble que c'est la logique même de ces deux opérations qui commande cette distinction, dans la mesure où le réexamen permet de redemander à une chambre de revoir certaines conditions selon les changements de circonstances, etc., et nous y viendrons dans un moment, alors que la reconsidération permet de demander à une chambre de revoir le fondement même d'une décision, notamment, et je vais y venir, pour éviter une injustice, par exemple, ou sur la base d'un raisonnement erroné, ou d'un manque de fondement factuel, etc. La défense estime donc que sur le principe, il ne peut être imposé de restriction à la liberté d'une personne acquittée, qui doit pouvoir exercer l'intégralité de ses droits, y compris ses droits civils et politiques. Ce principe est reconnu par toutes les juridictions internationales des droits de l'homme. Par exemple, la CEDH, dans son arrêt L'Habitat de 2000, et je cite le paragraphe 171 de cet arrêt, a estimé que la détention justifiée au sens de l'article 5, paragraphe 1c, prend fin le jour où il est statué sur le bien fondé de l'accusation. Et que par conséquent, la détention d'un individu après son acquittement ne saurait plus être couverte par ladite disposition. Fin de citation. À cet égard, la défense note que l'arrêt Hassanidze de la CEDH de 2004 va dans le même sens, contrairement à ce qu'essaie de lui faire dire la représentante légale des victimes dans sa réponse datée du 16 octobre 2019 à la requête de la défense. En effet, la représentante légale des victimes affirme, sur la base de cet arrêt, qu'il suffirait qu'une décision de justice existe pour qu'une restriction de liberté imposée à une personne acquittée soit légale. Et je vous renvoie au paragraphe 37 de l'écriture 1278 de la représentante légale des victimes. The authority you cited from the Le Président, la référence que vous venez de donner, vous avez fait référence à la Cour européenne des droits de l'homme, à une affaire précise, et dans cette citation, il est dit que la détention cesse d'être valide dès lors que est prononcé l'acquittement. Or, M. Gbagbo n'est pas en détention.
Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Monsieur le Président, nous estimons que Okay, I was told that I had not activated my microphone. On me dit que je n'avais pas activé mon microphone. Merci. Merci à mon collègue. Donc ma question était la suivante. Vous avez cité une référence, celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Or, cette citation porte sur la détention d'une personne acquittée. Or, M. Gbagbo n'est pas en détention. Est-ce que cette référence est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle s'applique en l'espèce? Merci, Monsieur le Président. Nous estimons que la jurisprudence de la CEDH peut être appliquée à toute mesure restrictive de liberté imposée à une personne acquittée. Et que le principe est clair, une personne acquittée est mise en liberté immédiate en l'absence de toute raison, par exemple liée à d'autres affaires en cours, ou c'est ce que la jurisprudence dit. Mais une fois qu'une personne est acquittée, il n'existe aucune base juridique d'imposer des mesures restrictives à sa liberté, qui vont de la détention à des conditions de mise en liberté. C'est notre compréhension de la jurisprudence, Monsieur le Président. Does that Le Président, est-ce que ce cas de figure tient compte des circonstances, par exemple, devant une juridiction nationale, lorsqu'une personne accusée est acquittée? Et je parle bien d'une juridiction nationale. Cette personne est acquittée et qu'il y a un appel de cet acquittement. Si l'appel aboutit, est-ce qu'il s'agit simplement pour la police de procéder à l'arrestation, la réarrestation de cette personne au fin de la suite de poursuivre le procès? Devant une juridiction nationale, le problème ne se poserait pas tout à fait. Or, devant la CPI, il y a cette difficulté, c'est-à-dire que la Cour ne dispose pas des moyens qui lui permettent de placer quelqu'un sous arrêt facilement pour poursuivre le procès. Est-ce que ce scénario change un peu la donne? Sinon, pourquoi pas? Merci, Monsieur le Président. Deux choses. La première est nous considérons que le respect des droits fondamentaux est un principe absolu et qui ne doit pas s'accommoder de questions pragmatiques. La justice pénale internationale se pose en modèle d'exemplarité en cette matière. Et donc la question pragmatique de la différence avec des juridictions nationales par rapport à ce que vous disiez, nous estimons que ça n'est pas pertinent ou ça ne permet pas de déplacer l'application stricte du respect des droits fondamentaux. Premier point. Et le deuxième point par rapport à ce que vous disiez, je vais y venir tout à l'heure, mais il y a une différence ici dans la présente procédure, c'est que le procureur demande un mistrial. C'est-à-dire que même si son appel est reçu... that's a different... Le Président, non, c'est une autre question. Si vous voulez parler de cet argument, certes. Mais vous venez de dire que la distinction ne s'applique pas. Vous dites que peu importe la distinction. Et vous vous fondez sur le fait que le respect des droits de l'homme est un principe absolu. L'est-il, en fait? Est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme
Et le pacte international des droits civiques et politiques dispose que les droits humains sont fondamentaux et qu'ils sont absolus, que l'on ne peut pas envisager d'exception à ce principe absolu. Est-ce que c'est votre propos? Alors qu'il existe des possibilités dans les traités des droits de l'homme d'opérer des dérogations, par exemple, de certains droits. On ne va pas rentrer dans cette discussion aujourd'hui, mais c'est une possibilité technique. Certains droits sont non dérogeables dans les conventions internationales. Mais pour répondre... But that's exactly where we are. Le président interrompt. C'est justement la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous souhaitons examiner les limites de ces libertés. Est-ce que d'autres considérations peuvent être prises en compte? Est-ce que d'autres considérations peuvent être tout aussi valides? Mais vous dites que vous ne voulez pas parler de cela. Or, c'est là où nous nous trouvons maintenant. Président, pour répondre de manière simple à votre question, la réponse est non. Il n'y a pas de considération pragmatique qui justifie de déroger à un droit de l'homme qui est reconnu. Le droit à la liberté est reconnu comme un droit non dérogeable. Le fait qu'il puisse y avoir des difficultés pragmatiques au niveau de la justice internationale ne justifie pas de déroger à un droit fondamental d'un individu. Et si vous me permettez, je voudrais rappeler que la Cour suprême du Kosovo... Now, first, I do not know whether there has been misinterpretation. Le président, je ne sais pas s'il y a eu un problème d'interprétation. Je n'ai pas dit des considérations pragmatiques, j'ai dit d'autres considérations. Merci, Monsieur le Président. J'ai moi-même utilisé le terme pragmatique puisque vous souleviez, pour moi, ce que je considérais être une question pragmatique de la réarrestation d'une personne par opposition à un problème de principe. Donc, comme je disais, la Cour suprême du Kosovo a elle-même, par rapport au tribunal spécial pour le Kosovo, qui est une juridiction hybride internationale, le 26 avril dernier, a refusé d'adopter une disposition identique à l'article 81.3 CI du statut de Rome, sur la base du fait que cette disposition était contraire, 1, à la Constitution du Kosovo, et 2, à la jurisprudence internationale des droits de l'homme. C'est donc un tribunal international a considéré que même dans les circonstances que vous décriviez, il n'était pas possible d'imposer des restrictions à la liberté d'une personne acquittée. Professor Jacobs, is there any difference Le juge Morrison, professeur Jacobs, est-ce que vous voyez une différence en principe entre une personne qui a été acquittée et qui a suivi une procédure judiciaire, qui a fait l'objet d'une procédure? Cette personne était accusée d'avoir commis des crimes, mais cette personne est néanmoins considérée comme étant innocente, étant donné l'existence du principe de la présomption d'innocence. Alors, comme vous le savez, nous avons de manière constante et systématique demandé la liberté du président Gbagbo, de Laurent Gbagbo, pendant le procès, justement pour respecter la présomption d'innocence et son droit à la liberté, comme un principe même pendant les poursuites. Donc ça, c'est le point de départ, le droit à la liberté qui existe aussi pendant le procès. Nous sommes une étape plus loin. L'acquittement par le tribunal de poursuite. dealing with it as a matter of principle? Mais je parle de la question de principe. La réalité est que dans bien des cas, dans l'attente d'un procès, il y a cette présomption d'innocence. Et ce, jusqu'à l'issue du procès, dans le respect du principe du droit du procès équitable. Mais souvent, cette personne est assujettie à des mesures restrictives de liberté. Par exemple, elle doit remettre son passeport aux autorités policières ou se présenter à un poste de police régulièrement, à un commissariat, pour démontrer qu'il ne veut pas se soustraire à la justice. C'est donc quelque chose qui arrive régulièrement. Or, cette personne est néanmoins considérée comme étant innocente jusqu'à preuve du contraire.
Merci, monsieur le juge. Effectivement, ces circonstances existent, sachant, il est important de le rappeler, que ces mesures ne peuvent être imposées que s'il existe des risques identifiés, concrets, matériels, démontrés, pour déplacer ce qui est la règle, c'est-à-dire la liberté, même pendant le procès. Et encore une fois, l'acquittement change la situation, change radicalement la situation pour nous. Et c'est bien ce qui ressort de la jurisprudence, notamment des droits de l'homme, qui dit qu'une fois que la personne est acquittée, il n'existe plus de base juridique dans la Convention pour imposer des mesures restrictives de liberté. Ce qui n'est pas le cas pendant le procès. Le juge président. L'ordre public est-il une considération valide pour limiter les droits de l'homme? Alors oui, la Convention permet des dérogations sur la base de la protection de l'ordre public, mais encore une fois, ces dérogations doivent être démontrées. Les risques doivent être démontrés, réels, basés sur des faits objectifs et identifiables. Ça ne peut être une allégation vague d'un risque potentiel à un ordre public. Il faut qu'il y ait des éléments concrets, matériels, qui justifient l'imposition de restrictions. Ça ne peut pas être une dérogation générale. Le juge président, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui seraient en désaccord avec cette affirmation. C'est-à-dire que l'on ne peut restreindre la liberté d'un être humain sans que l'on ait des raisons impérieuses. Je pense qu'on serait tous d'accord là-dessus. Mais au final, il s'agit de faire la démonstration qui justifie les mesures restrictives. Et dans ce cas-là, est-ce que cela vous amène à changer votre position de départ, c'est-à-dire que les droits de l'homme sont un principe absolu auquel on ne saurait déroger? Monsieur le Président, le fait qu'il puisse exister des dérogations à certains droits ne s'applique pas à tous les droits. Et notre position est claire. Le droit à la liberté d'une personne acquittée est non dérogeable, quelles que soient les circonstances. You may proceed. Le président veut poursuivre. Donc, brièvement, je vais examiner ce qu'est la reconsidération à la Cour pénale internationale. Il est de jurisprudence constante devant cette Cour que la reconsidération est possible si une erreur manifeste de raisonnement a été démontrée ou si elle est nécessaire pour prévenir une injustice. Et je cite par exemple la décision rendue par la présidence de la Cour dans l'affaire Katanga, décision 38-33 du 26 juin 2019, paragraphe 25. Il a été aussi posé par cette Cour qu'une chambre peut reconsidérer ses propres décisions dans les circonstances où elles sont manifestement mal fondées et si leurs conséquences sont manifestement insatisfaisantes. Je renvoie par exemple à l'affaire Lubanga, décision 2705 du 30 mars 2011, au paragraphe 18. Cette jurisprudence s'inspire assez directement de la jurisprudence des tribunaux ad hoc et d'autres juridictions internationales. Par exemple, le règlement de preuve du tribunal spécial pour le Liban prévoit en son article 140 la possibilité d'une reconsidération
et je cite, « si cela s'avère nécessaire afin d'éviter une injustice ». L'on voit bien ici le fil conducteur de cette jurisprudence, permettre la reconsidération afin de prévenir une injustice. Ici, une atteinte prolongée aux droits d'une personne acquittée et des limitations drastiques à sa liberté d'aller et venir, sa liberté d'expression et sa liberté de citoyen. Il est important aussi de noter que l'atteinte au droit n'est pas figée une fois pour toutes. Elle est de plus en plus profonde au fur et à mesure que le temps passe, puisque les atteintes provisoires au droit de l'acquitté se transforment en amputation durable. L'acquitté est dépossédé du fait du temps qui passe, durablement de ses droits les plus essentiels, de citoyen et d'homme. Autre élément à prendre en considération, le contexte procédural. En effet, l'appel formé par l'accusation, qui étend de façon importante la période pendant laquelle Laurent Gbagbo est privé de ses droits, commandait la reconsidération. C'est-à-dire que l'on examine la situation à la lumière de ce nouvel élément. L'acte d'appel de l'accusation date du 16 septembre 2019. Notre demande... Council, one second, please. Le Président, un instant, je vous prie. J'ai voulu intervenir pour faire une distinction entre deux choses. Vous êtes passé d'une question à une autre. D'abord, revenons sur la première question que vous avez évoquée. Vous êtes en train de parler de cette période prolongée que vous qualifiez d'atteinte prolongée qui commande une reconsidération. Il s'agit d'une position différente. La prémisse initiale était l'erreur judiciaire flagrante, et c'est là où je veux en venir. Vous avez cité la jurisprudence qui milite en faveur d'une reconsidération lorsque la décision initiale était fondée sur une erreur manifeste. Voilà, je voulais d'abord que nous discutions de cela. Vous faites valoir un argument à cet égard. Est-ce que vous êtes en train de présenter de nouveaux arguments? Est-ce que ces arguments n'ont pas été invoqués dans le cadre du débat initial au fin d'obtenir une libération conditionnelle ou pas, ou provisoire ou pas? C'est-à-dire l'argument selon lequel le fait d'accorder une mise en liberté provisoire serait une forme de restriction, de limitation de la liberté. Cet argument a déjà été présenté et la Chambre d'appel a pris position là-dessus. Est-ce que l'on peut dire que Enfin, est-ce que vous êtes simplement en train de présenter à nouveau l'argument pour dire que vous êtes contre l'argument sous-tendant l'arrêt de la Chambre d'appel? Merci, Monsieur le Président. Alors, nous avons effectivement exprimé cette position de principe lors des audiences du 1er février 2019. Néanmoins, la question de l'erreur claire de raisonnement s'attache non pas à nos arguments de l'époque, mais au raisonnement de votre Chambre dans son arrêt du 1er février 2019. Et donc, jusqu'à ce que l'on puisse prendre connaissance de cet arrêt, nous ne pouvions pas savoir la manière dont vous alliez argumenter cette question, la base juridique que vous alliez adopter. Et par exemple, dans notre requête du 7 octobre 2019, nous avons pu expliquer pourquoi, selon nous, les articles du statut de Rome ou les règles du règlement que vous aviez cités dans votre décision ne permettaient pas de justifier l'imposition de restrictions à une personne acquittée. Nous n'avions pas connaissance de ces dispositions que vous alliez utiliser lors du débat précédent de la décision. Donc le fait que notre position de principe n'ait pas varié, n'ait pas changé,
ne veut pas dire que nous ne puissions pas soulever des questions précises qui émergent de votre décision elle-même en termes de raisonnement ou d'erreur de droit ou de fait, selon nous. Et ça ne devrait pas interdire la reconsidération. Puisque par définition, les parties présentent des arguments devant les chambres avant toute décision. Si ce fait-là devait interdire toute reconsidération, il ne pourrait jamais y avoir de reconsidération. Professor Jacobs, I have to be... Le juge Morrison. Professeur Jacobs, je crois qu'il faut être un peu circonspect. Vous avez évoqué la jurisprudence du tribunal spécial pour le Liban et le règlement de procédure de preuve. J'ai participé à la rédaction de ce règlement lorsque j'étais juge à la Cour il y a des années de cela. J'essaie de me rappeler les paramètres sous-tendant l'expression « prévenir une injustice » ou « éviter une injustice », ce qui n'était pas tout à fait évident comme étant une injustice à un moment donné peut évoluer et devenir un acte d'injustice selon l'évolution de l'affaire. Est-ce que vous diriez que c'est une description exacte de la situation ? Monsieur le juge, oui. C'est notre position. C'est-à-dire qu'à partir de l'injustice initiale, qui est la mesure de restriction de liberté, le passage du temps renforce et assoit de manière concrète et durable cette restriction et cette atteinte à la liberté et donc à cette injustice. C'est un argument qui permet, en sus des autres arguments, de justifier de la reconsidération. Je poursuis. Alors, je vais maintenant passer pour avancer sur la question du standard, qui est votre deuxième question. Nous y avons en partie répondu, puisque dans les circonstances dans lesquelles une reconsidération est possible, chaque circonstance comporte en elle son propre standard, d'une certaine façon. Donc s'il s'agit de prévenir une injustice, le standard applicable passe nécessairement par la démonstration de l'injustice. S'il s'agit de démontrer une erreur de raisonnement ou qu'une décision est mal fondée, la jurisprudence exige que ces erreurs soient démontrées de manière manifeste. Alors je ne reviens pas ici sur le détail de notre requête du 7 octobre, mais nous estimons que dans cette requête, nous avons effectivement démontré que, comme je viens de le dire, d'un point de vue juridique, il y avait manifestement une absence de fondement. Et je rajouterai que d'un point de vue factuel, nous avons estimé que la Chambre d'appel, dans sa décision du 1er février 2019, ne faisait que renvoyer à d'anciennes décisions de la Chambre de première instance pour alléguer d'un risque de fuite, sans elle-même faire une évaluation de ce risque, sans elle-même évoquer un quelconque fait concret, matériel qui puisse fonder un risque. Et donc nous estimions que ça ne permettait pas d'asseoir factuellement la décision. Et surtout, nous soulignons que la Chambre d'appel, votre Chambre, dans son arrêt du 1er février 2019, a décidé de faire confiance au juge de la Chambre de première instance, en renvoyant à ses décisions antérieures, de 2017, 2018, lorsqu'il s'agissait d'utiliser des décisions qui maintenaient Laurent Gbagbo en détention. Mais tout à coup, lorsqu'il s'agissait de faire confiance à cette même Chambre de première instance, qui le 15 et 16 janvier 2019 a prononcé la mise en liberté immédiate, tout à coup la Chambre d'appel décide de ne pas les suivre, alors que c'est la même Chambre à laquelle la Chambre d'appel a fait confiance pour les décisions de 2017 et 2018.
Donc pour nous, les erreurs tant factuelles que juridiques que nous avons identifiées sont manifestes et aboutissent à une injustice. Et l'injustice nous semble devoir être l'angle qu'il convient d'adopter ici pour discuter l'atteinte drastique aux droits fondamentaux d'une personne acquittée. J'en viens maintenant à votre question C. Même si la Chambre d'appel devait considérer que son arrêt était fondé et que sa décision était valable sur le principe, il n'en demeure pas moins que nous estimons qu'un réexamen, qu'il doit être procédé à un réexamen. Donc réexamen au sens de review. D'ailleurs, le réexamen, tel que vous l'avez vous-même prévu, au paragraphe 4 du dispositif de votre arrêt du 1er février 2019. Concernant le cadre applicable à ce réexamen, par analogie avec les procédures de réexamen de la détention au cours du procès, où la charge de la preuve repose sur l'accusation, et comme le soulignait le juge Morrison, du fait de la présomption d'innocence, il appartient ici logiquement à l'accusation qui s'oppose à la levée des conditions et éventuellement à la chambre d'appel, si elle décidait de maintenir ces conditions, de démontrer que les atteintes aux droits sont justifiées aujourd'hui, dans le contexte actuel, pour des raisons dirimantes. Alors brièvement, 3 raisons pour lesquelles il devrait y avoir un réexamen. Premièrement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appel formé par le procureur. Counsel, you have 5 minutes left. La greffière d'audience, maître, il vous reste 5 minutes. Donc premièrement, comme nous le disions tout à l'heure, l'appel du procureur constitue pour nous un fait nouveau, puisque avec l'appel, les atteintes aux droits de Laurent Gbagbo s'accentuent du fait du temps passé. Deuxièmement, il convient que la Chambre d'appel explique concrètement et matériellement sur quelle base factuelle elle se fonderait pour décider de l'imposition de restrictions à la liberté de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Et comme nous l'avons déjà dit, il ne suffit pas de renvoyer à des décisions antérieures, maintenant vieilles de parfois 3 ans. Pour nous, en l'absence de tout élément actuel, pertinent, présenté devant la Chambre d'appel, puisque le procureur, dans sa réponse datée du 18 octobre 2019, n'a apporté aucun élément concret ou nouveau permettant de justifier une restriction de la liberté, la seule issue logique est d'abandonner toutes les conditions restrictives de liberté. Troisièmement, un mot sur ce que signifie dans le cadre du réexamen le choix qu'a fait le procureur de demander à votre chambre de prononcer un mistrial. Et donc j'en viens à votre dernière question. Would it be fair then? Le juge président, serait-il permis de dire alors que la question relative à la facilité de réexamen plutôt que de parler de reconsidération sur la base de l'existence d'une erreur manifeste. Est-ce que l'on pourrait dire qu'une décision initiale qui semblait peut-être être justifiée à l'époque, avec le passage du temps, s'est révélée peut-être viciée? Est-ce que ce serait une façon de
corriger la situation? Si on optait pour le réexamen, est-ce que c'est une façon envisageable pour vous? Absolument, Monsieur le Président. Nous estimons que sous l'angle du réexamen, il est tout à fait possible pour votre Chambre de revenir sur les conditions que vous avez décidées le 1er février 2019 et que c'est une voie juridique tout à fait possible, ouverte à votre Chambre et justifiée ici. Donc, en ce qui concerne le mistrial, pour nous, cette demande de la part du procureur change évidemment les choses de manière importante. Parce qu'en l'état actuel des demandes des parties, de deux choses l'une, soit votre Chambre n'accueille pas la demande du procureur, et alors le procès s'arrête. Et Laurent Gbagbo aura vu ses droits fondamentaux affectés pour rien. Soit votre Chambre accueille la demande en mistrial du procureur, et dans ce cas-là, la procédure serait tout simplement terminée, puisque le procureur ne demande à ce stade ni le renvoi à la Chambre de première instance, ni la tenue d'un nouveau procès. Et donc, dans ce cas aussi, de la même manière, Laurent Gbagbo aura vu ses droits affectés pour rien. D'ailleurs, dans sa réponse du 17 octobre 2019, le procureur avance que sa demande en mistrial ne change rien à l'imposition de conditions. Cette position est difficilement compréhensible parce que si le procureur lui-même ne demande pas la poursuite du procès à l'issue de l'appel, qu'est-ce qui justifierait que la liberté de Laurent Gbagbo soit restreinte pendant l'appel? Par conséquent, toute question relative, par exemple, à un risque allégué de fuite, ne se pose pas dans ces conditions, puisque de toute façon, en l'état actuel des demandes des parties, le procès va s'arrêter. Pour le dire simplement, il n'y a rien à fuir pour Laurent Gbagbo. Pour conclure, nous estimons que quel que soit l'angle adopté, celui du réexamen ou de la reconsidération, les circonstances font qu'il convient de lever entièrement les restrictions imposées à la liberté de Laurent Gbagbo afin qu'il puisse recouvrer l'intégralité de ses droits fondamentaux. Merci, Monsieur le Président. Le juge président, merci infiniment, maître. Nous allons maintenant entendre maintenant le conseil de M. Blé-Goudet. Vous disposez de 30 minutes, maître. Nous sommes en audience publique. Je le dis pour votre gouverne. Maître Knops, merci. Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Nous allons tout d'abord répondre à votre première et deuxième question d'un point de vue parfaitement théorique. Surtout au vu du fait que le cadre statutaire de la Cour ne donne pas beaucoup de conseils quant à ce qui pourrait se passer en matière de reconsidération d'arrêt. Il est évident que le cadre de la CPI n'exclut pas les pouvoirs inhérents de la Chambre d'appel, qui est de revenir, de reconsidérer ces décisions aux fins d'éviter toute injustice. Et je laisse de côté, là, bien sûr, la question de savoir s'il y avait bel et bien une injustice, puisque nous allons uniquement formuler nos arguments de façon hypothétique. Nous considérons donc que les principes de reconsidération, d'arrêt, de jugement de la Chambre de première instance de la CPI pourraient s'appliquer mutatis mutandis aux chambres d'appel. D'ailleurs, devant les tribunaux ad hoc, on reconsidère très souvent des arrêts. Et vous pourriez peut-être vous pencher sur cette jurisprudence pour savoir exactement quel serait le test à appliquer en l'espèce. Mais voyons un peu d'abord ce que dicte la jurisprudence de la CPI. Et après, je vous donnerai quelques exemples de la jurisprudence des tribunaux ad hoc à propos
de ce sujet qui est la reconsidération d'arrêt. Donc, parlons des précédents ici à la CPI, décision du 1er octobre 2019. Il s'agit de notre première pièce dans notre liste de nos sources. Il s'agit de l'affaire procureur contre Ntaganda. Et la Chambre d'appel a rendu sa décision sur une demande de reconsidération de la défense à propos d'une des décisions de cette Chambre qui portait sur une ordonnance pour prolongation du délai et de la limite des pages. Eh bien, la Chambre d'appel n'a pas utilisé cette possibilité pour expliquer exactement quelles étaient les circonstances dans lesquelles on pouvait en effet demander une reconsidération au niveau des appels, mais a quand même fait droit, en partie en tout cas, à la requête de la défense. Et le texte qui a été utilisé par la Chambre d'appel et qui avait été présenté par la défense et qui avait été d'ailleurs formulé par la Chambre de première instance 4 en septembre 2018 pour la première fois, test selon lequel ce serait la Chambre de première instance qui aurait le pouvoir discrétionnaire inhérent de reconsidérer ses décisions aux fins d'éviter une injustice, paragraphe 4 à nouveau. Alors je ne rentre pas bien sûr dans le vif du sujet, hein, je ne suis pas en train de vous dire si ici je vous demande juste de vous livrer un exercice, un cas d'école. Donc la Chambre d'appel a exercé à ce moment-là sa discrétion inhérente qui est de s'écarter de sa décision précédente, et ce, uniquement de façon exceptionnelle. Et là, la Chambre d'appel a pris en compte les éléments de la défense qui avaient démontré qu'une reconsidération éviterait en effet une injustice. La Chambre d'appel a rejeté la partie de la requête où elle a considéré que la défense d'Aganda ne voulait juste que s'acharner pour reprendre des arguments qui avaient déjà été présentés. Alors, cette décision de la Chambre d'appel, cet arrêt de la Chambre d'appel en Ntaganda, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est très récent d'ailleurs. Eh bien, premièrement, que la Chambre d'appel a le pouvoir discrétionnaire de reconsidérer ses propres arrêts en application de la règle 158. Et deuxièmement, que la Chambre d'appel doit le faire ou peut le faire pour éviter une injustice. Et troisièmement, que les parties ne doivent pas utiliser la reconsidération et cette procédure pour revenir sur des arguments qui ont déjà été présentés. Et quatrièmement, bien sûr, que la reconsidération ne peut faire l'objet que d'une mesure extrêmement exceptionnelle. Donc ça, j'ai parlé de la jurisprudence de la CPI. Maintenant, penchons-nous sur la décision de la Chambre d'appel et pourquoi, en fait, la Chambre d'appel devrait mutatis mutandis s'appliquer les mêmes principes que ceux qui s'appliquent aux chambres de première instance en matière de reconsidération de ces arrêts, comme l'a fait d'ailleurs la Chambre d'Ntaganda. Dans l'affaire Ruto-Sang, donc là c'est notre numéro 3 sur notre liste des sources, la Chambre a considéré que la reconsidération n'était pas un concept étranger au tribunal et à la Cour, et avait déjà été autorisé, par exemple, dans l'affaire Kenyatta. Il s'agit là de notre pièce numéro 2 de notre liste. Elle considérait d'ailleurs que il était bon de le faire lorsqu'il c'était nécessaire pour mieux servir la justice. Si cette question de droit est encore présentée à la Chambre et s'il y a et s'il convient, en effet, d'ajuster les choses. Comme je vous l'ai dit, c'est pour éviter une injustice. Et d'ailleurs, de votre propre bouche, Monsieur le Président, dans cette affaire, l'affaire du Kenya, Ruto Sang, et je cite vos propos, il s'agit de la décision Ruto Sang, paragraphe 87, et je cite, la Chambre de première instance ne devrait pas avoir peur, ne devrait pas être intimidée lorsqu'elle doit
venir sur un point de droit que la Chambre avait précédemment négligé et peut donc ajuster et affiner ses décisions précédentes. Et toujours de votre bouche, Monsieur le Président, vous aviez dit, et je vous cite, on peut quand même imaginer qu'une Chambre puisse ne pas avoir tiré les bonnes conclusions dès le départ. Et donc, quand on suppose que la justice est infaillible, eh bien, on se rend bien compte que cela n'est pas vrai, puisque la réalité, c'est que cette infaillibilité, que ces suppositions peuvent être corrigées par la reconsidération, le réexamen ou les appels. Donc, nous considérons que ces principes et ce raisonnement s'applique aussi aux arrêts de la CPI. Et c'est d'ailleurs la logique implicite que l'on trouve dans l'arrêt Ntaganda, lorsque la Chambre d'appel a fait droit en partie à la demande de reconsidération de la défense. Maintenant, parlons des questions A et B. Donc, si vous vouliez maintenant vous pencher sur la jurisprudence des tribunaux ad hoc, je pense que vous pourriez y trouver de l'inspiration. En effet, nous avons identifié 6 précédents, décisions des chambres d'appel du TPY et du TPIR, qui ont toujours utilisé leur pouvoir inhérent pour reconsidérer leurs propres arrêts, mais ce, bien sûr, toujours dans des cas exceptionnels. Alors, premier exemple, l'affaire procureur contre Galic, 16 juillet 2004. Il s'agit de la pièce numéro 3, je crois, de notre liste. Donc, ici, la Chambre d'appel a déclaré pour que l'appel réussisse et qu'on obtienne une reconsidération, il faut que l'appelant convaincre la Chambre d'appel de l'existence d'une erreur de raisonnement manifeste dans la décision ou de discussion ou de circonstances particulières qui justifieraient une reconsidération afin d'éviter l'injustice. Là, je vais revenir sur ce qu'a dit Maître Jacob aux réponses des juges. Tout d'abord, y a-t-il une différence entre un acquittement d'un côté et une personne qui n'a pas encore été jugée, mais qui est présumée innocent? Oui, c'est complètement différent, puisque la personne qui a été acquittée, eh bien, elle vit maintenant dans un scénario où il n'y a plus de charge contre cette personne. Alors, l'approche permettant ou interdisant une libération conditionnelle est complètement différente. Lorsqu'un défendeur a été accusé, mais donc est présumé innocent, il est quand même soumis à une procédure judiciaire. Et donc, c'est pour cela qu'on pourrait éventuellement limiter sa liberté. Mais lorsqu'on est dans un scénario où un défendeur a été acquitté, il n'y a plus de charge. Ça paraît évident. Donc, ce test disjonctif doit être remis dans le contexte de notre acquittement que nous avons ici. Il ne s'agit absolument pas ici d'une personne qui a été accusée, qui n'est pas encore jugée. Ensuite, deuxièmement, quant à savoir si, avec le temps, et le fait de l'écoulement du temps fait que, éventuellement, la deuxième branche du test pourrait éventuellement être satisfaite. Non. Dans certaines affaires comme une affaire en 1991, je crois, devant la Cour européenne de justice, eh bien, on a considéré qu'au fur et à mesure que, avec l'évolution du temps, les raisons pour une libération sous condition pourraient changer. Mais donc, avec le temps qui passe, l'ordre public pourrait peut-être, par exemple, percevoir ce crime de façon différente, puisque les choses changent, les mœurs évoluent. Donc, on pourrait peut-être éventuellement, avec le temps, revenir sur une décision. Et puis, avec l'écoulement, avec le passage du temps,
bien, il se pourrait en effet que l'on considère qu'il y a lieu de reconsidérer une décision. Bon, maintenant je reviens à la jurisprudence du TPY. Le président interrompt encore. Poursuivez, certes, mais vous avez essayé de nous montrer quelque chose. Vous avez essayé de répondre à nos questions. Nous en sommes très reconnaissants. Mais ce faisant, vous avez repris la question des juges, où l'on parlait d'une personne qui est jugée, qui est en instance de procès et présumée innocent, et vous avez bien sûr utilisé cela pour pour faire la distinction avec la personne qui a été acquittée et qui est donc, soi-disant, maintenant totalement innocent. Donc, mais je vous dis qu'il y avait une différence par rapport, mais je vous dis qu'il y a une différence par rapport à ce que vous avez dit et notre affaire. En effet, normalement, après un acquittement, si l'accusation interjette un appel contre cet acquittement, parce que dans ce cas-là, on est toujours dans le cas où il n'y a plus de charge qui pèse contre la personne qui vient d'être acquittée. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la personne n'a plus aucune charge qui pèse contre elle? Alors qu'il y a un appel quand même interjeté contre cet acquittement. Ça, c'est ma première question qui est de principe. Et deuxièmement, au vu des circonstances de l'espèce, il y a encore une complication, je pense. La complication, c'est que l'affaire s'est arrêtée à mi-chemin, puisqu'il y a eu une requête en insuffisance de moyens à charge. La défense a fait une requête dans ce sens. La Chambre de première instance a accepté et a rendu une opinion positive en matière de NCTA. Bien sûr, l'accusation a immédiatement fait appel de ce jugement. Donc l'effet, normalement, c'est que si le procureur gagne son appel, l'affaire se poursuivra. Donc on a deux scénarios possibles. Et au vu de ces deux scénarios possibles, peut-on dire que la distinction que vous avez soulignée existe vraiment? Réponse, écoutez, pour de toute façon, que ce soit un acquittement après un procès complet ou après un procès qui s'est arrêté à mi-chemin avec un NCTA, pour nous, l'acquittement, c'est un acquittement. Et il y a eu donc une détermination manifeste des éléments de preuve présentés devant les juges. Ils ont déterminé que ces charges doivent être rejetées. Oui, mais s'il y a un appel, dit le président. Réponse, il n'empêche, dit Maître Knops. On a quand même un scénario où il y a un acquittement. Un acquittement, la personne, c'est pas du tout la même chose qu'une... Donc ce n'est pas ici un scénario qui a été déterminé par des autorités judiciaires. Je considère vraiment qu'il n'y a aucune différence. Que la détermination soit le résultat d'une procédure de no case to answer ou que ce soit basé sur une présentation totale des moyens à charge et à décharge. Un acquittement, c'est un acquittement. Un acquittement, c'est basé sur les éléments de preuve présentés par l'accusation. C'est ça la base. Et donc, il y a une distinction entre les conditions qui s'appliquent à une personne qui a été accusée mais qui n'a pas encore été jugée et la personne qui a été déclarée non coupable. Les charges, aux yeux des juges en tout cas, n'existent plus. Le président, bien. Mais donc, vous voulez dire que le système doit reconnaître qu'il existe une distinction entre deux scénarios. Premièrement, la personne a été acquittée et la personne qui est encore en jugement. Mais peut-on aussi
se dire... Bon là, vous ne me citez pas, hein, s'il vous plaît. Hein, je suis en train de réfléchir à haute voix. Est-ce que, en l'espèce, lorsque nous étions en procès, les défendeurs étaient en prison, enfin en détention en tout cas, mais après le jugement de la Chambre de première instance, ils ont été libérés de leur détention, mais bien sûr placés en liberté sous condition. Donc il y a bien une différence entre les deux. Il y a une distinction. Réponse oui, et c'est la distinction qu'a fait la Chambre d'appel en l'espèce le 1er février 2019. Mais il n'empêche que la question reste entière. Avec le passage du temps, on pourrait peut-être se dire qu'il serait peut-être bon de reconsidérer la question. Et je réfléchis sur la question du juge Morrison, fort intéressante, parce qu'à mon avis, légalement, il y a une différence entre ces deux concepts. Le juge Morrison... Et voici notre position, en fait. La couronne, enfin disons plutôt l'accusation, je suis désolée, je me suis retrouvée en Angleterre tout d'un coup. Donc l'accusation doit prouver sa thèse avant la fin de la présentation de ses moyens. C'est comme ça, que ce soit des éléments de preuve qui sont... Donc la défense, elle, n'a pas besoin de présenter des éléments de preuve, elle n'a juste qu'à espérer que l'accusation ne démontre rien. Ça, c'est porte ouverte hein, que j'ouvre. Ce qui veut, à mon avis, ne veut pas dire qu'on ne devrait pas savoir qu'il y a une distinction entre les deux positions. Cela dit, si on met ça de côté, les injustices peuvent émerger après tout. Et avec le passage du temps, une chambre, enfin un tribunal en tout cas, peut revenir sur une décision considérant qu'il y a eu des aléas qui n'étaient pas envisageables à l'époque où la décision a été prise, qui ont eu lieu et qui font que l'on va maintenant modifier la décision. Ça arrive dans le monde réel. Quand quelqu'un, par exemple, n'a pas été libéré sous caution en attendant le procès, si le procès est suspendu ou ajourné pour une raison quelconque, pendant un moment important, la défense peut revenir devant la cour pour utiliser cet argument pour que l'on modifie les conditions de la caution. Et c'est déjà arrivé. Et le principe sous-jacent est le suivant. Sans avoir à donner de détails, c'est un principe qui pourrait très bien être activé ici en l'espèce. Réponse oui, le 1er février 2019, votre chambre ne pouvait pas imaginer la longueur de l'appel. Alors, je parle du passage du temps. Hein. On ne sait absolument pas à quel moment l'appel sera terminé. Ça peut durer. Et en se basant sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, sur la reconsidération et en combinant cela avec l'acquittement, la différence entre l'acquittement complet et la situation où la personne est encore accusée. Enfin, c'est mon argument, hein, mais j'ai plus beaucoup de temps. Hein. Le président, oui, on va vous donner un peu de temps supplémentaire, parce que j'ai encore des questions quand même. Si vous pourriez nous aider avec un autre point un peu délicat. Vous avez bien dit quand même que parmi les raisons permettant la reconsidération, il y a les circonstances exceptionnelles. Donc vous avez bien dit, hein, en des circonstances exceptionnelles, on peut faire droit à une demande de reconsidération. Expliquez-vous sur ces fameuses circonstances exceptionnelles. Réponse. Eh bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce terme. Hein. Tâchez. J'ai présenté cela. J'ai présenté la juridiction du droit
C'est à vous de déterminer ce qu'est une circonstance exceptionnelle. Dans la jurisprudence, je n'ai pas trouvé de définition stricte. Hein. C'est à vous de définir cela. Ça pourrait être éventuellement une situation qui n'était pas prévisible. Le fait que le procès a duré plus longtemps que prévu, ça peut être une circonstance exceptionnelle, je pense. Mais bon, je ne suis pas en mesure de vous donner la définition. Le président, très bien. Maître Knoop, j'en ai terminé avec la question A et B. J'ai parlé donc de 3 affaires devant le TPY. Bon, j'avais Galitch, je vous en ai déjà parlé. J'ai pas beaucoup de temps pour les autres. Mais vous les trouverez dans notre tableau des sources au numéro 5 et 6. Donc, il s'agit de l'affaire Perlich et l'affaire Stanisic et Jouplanin. Là encore, dans ces 2 affaires, le même test a été appliqué par la Chambre d'appel. Exactement le même que celui dont j'ai parlé dans l'affaire Galitch. Je passe maintenant à la question D, qui est articulée avec la question C d'ailleurs. Alors, l'accusation a demandé que l'on prononce un mistrial. Et est-ce une raison? Donc, a demandé un mistrial et du point de vue du droit, nous allons vous donner donc notre point de vue du droit sans donner bien sûr de conclusion normative. Donc un mistrial, donc un procès déclaré entaché de vice. Bon, de toute façon, le mistrial n'existe que dans certaines juridictions de toute façon, mais cela aurait pour effet de faire que le procès qui a eu lieu contre M. Blégoudet est nul et sans avenue. Ce qui signifie donc qu'il n'y a plus de procédure. En tout cas, les procédures au titre de l'article 81.3c petit 1 ne sont plus nécessaires. De notre avis, il s'agit de la conséquence logique et juridique du fait qu'il n'y a plus besoin de procédure qui ait besoin d'être garantie. Bien sûr, si dans l'hypothèse qu'il y a bel et bien un mistrial. Alors, les conditions qui ont été imposées après que la Chambre d'appel, à M. Blégoudet, après que la Chambre d'appel ait considéré qu'il y avait bel et bien une possibilité envisageable que M. Blégoudet pourrait fuir et donc ne pas réapparaître devant la Cour si le procès doit se poursuivre suite à la décision de la Chambre d'appel. Donc, les conditions imposées sur à M. Blégoudet ont été considérées comme nécessaires par la Chambre d'appel pour que l'intégrité d'un procès éventuel à venir soit garantie. Mais si on laisse de côté le fait que l'accusation, étant donné que l'accusation souhaite un mistrial et non pas un nouveau procès, je laisse de côté tout ce qui est juridique, la base sur laquelle vous êtes appuyé pour rendre le jugement du 1er février ne s'applique plus, et ceci pourrait peut-être être une raison pour laquelle vous pourriez reconsidérer, parce que vous avez rendu votre décision le 1er février 2019, et vous ne saviez pas à ce moment-là quel était le recours demandé par l'accusation. Et maintenant, nous sommes devant un nouveau recours présenté par l'accusation, et ça pourrait être justement une circonstance exceptionnelle. Vous vouliez des exemples de circonstances exceptionnelles? En voilà une. La Chambre d'appel n'avait pas prévu cela. Ne pouvait pas le prévoir. Et nous pensons que c'est une définition parfaite de la circonstance exceptionnelle qui pourrait permettre une reconsidération. Et c'est pour cela que l'article 81.3c1 n'est plus applicable de notre avis.
Et de toute façon, d'un point de vue de doctrine uniquement, nous faisons valoir que l'annonce par l'accusation qu'elle ne souhaite pas rejuger M. Blégoudet implique donc immédiatement la levée de toute condition portant sur sa libération. Tout simplement parce que l'article 83.1 c petit i ne s'applique plus. Et je laisse de côté ici, bien sûr, la question qui est de savoir si on peut, si ce mistrial présenté ici devant cette cour au vu des circonstances de M. Blégoudet qui a été acquitté, je le rappelle, pourrait être une base légale servant de recours en l'espèce. Mais c'est à la Chambre d'appel, c'est à vous d'en décider, c'est pas à nous. Donc, vous avez été quand même confronté avec cette nouvelle circonstance qui n'était pas envisageable le 1er février 2019. Maintenant, question C. Alors là, c'est un peu un dilemme pour vous, à mon avis, parce qu'imaginons que la Chambre anticipe ce recours. Le recours que demande l'accusation. Donc, imaginons que vous, Chambre d'appel, êtes d'accord pour envisager ce recours et que vous considériez que c'est de votre pouvoir discrétionnaire de le faire. Donc, utilisons ces hypothèses et disons ainsi que la Chambre, en se basant sur cela, envisage de lever toutes les conditions portant sur les deux accusés. Non, les deux personnes acquittées, je m'excuse. Donc, mais pour M. Blégoudet, à ce moment-là, à cette étape-là, il serait important quand même que la Cour lui impose des mesures qui garantiront son droit à participer à toute procédure d'appel sans aucune interférence d'autorité de son pays. Et pourquoi? Eh bien, comme vous le savez, d'après les pièces que nous avons présentées, le document 8, par exemple, de notre liste de pièces, la Cour de première instance à Abidjan a condamné M. Blégoudet par contumace le 30 décembre 2019 pour exactement, enfin pratiquement les mêmes faits que ceux pour lesquels il a été poursuivi devant cette cour. Il a été condamné donc par contumace à 20 ans de prison, à un bannissement de Côte d'Ivoire de 10 ans, à une limite pendant 10 ans de sa participation à la vie civique et une amende de 200 millions francs CFA. Et tout ça à la suite d'une audience qui a pris moins de 3h30. Le président, oui. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes en audience publique. Vous avez fait référence à des écritures que vous avez faites, Maître Knops. Je ne parle que des pièces, je ne parle pas des écritures, le président. Oui, mais pendant qu'on y est, peut-être nous aider aussi sur un autre sujet. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, vous n'êtes plus sur la même ligne que l'équipe Gbagbo, n'est-ce pas? Vous considérez que les circonstances de M. Blégoudet sont différentes de celles de M. Gbagbo? C'est ça que vous nous dites? Vous voulez des conditions, vous? C'est ça? Le président, pour qui assureront que M. Blégoudet vienne, alors que M. Gbagbo semble dire qu'il veut liberté totale et il viendra. Alors où est-ce qu'on en est? Soyez clair, s'il vous plaît, pour qu'on sache où on en est. Ben oui, c'est le dilemme que je vous présente. Nous sommes parfaitement d'accord avec l'équipe de M. Gbagbo en matière légale, en matière d'arguments légaux, et les conditions devraient donc être levées. Mais la Cour a une autre responsabilité. Elle doit s'assurer que la personne acquittée, et ici je parle de M. Blégoudet, est protégée de toute interférence extérieure venant de son pays natal qui pourrait l'empêcher de participer à l'appel. Et c'est pour ça que nous avons présenté ces pièces qui montrent que justement il a été jugé en contradiction totale avec les principes du droit international. Le président, on y reviendra, on y reviendra. Je n'y reviendrai.
Mais j'aimerais savoir quelles sont les mesures précises que vous voudriez voir imposées. On voudrait savoir sur quel pied vous êtes exactement. Vous êtes parfaitement d'accord avec l'affaire, avec l'équipe Gbagbo, ou bien vous voulez autre chose que l'équipe Gbagbo? Expliquez-nous exactement ce que vous recherchez. Maître Knops, une plaidoirie diplomatique, le président, effectivement. Je peux répondre à cette question ultérieurement. Le président, oui, vous pourrez y revenir ultérieurement. Maître Cops, pour terminer, Monsieur le Président, question C. Pour la situation de Monsieur Blé Goudet, il y a des circonstances spéciales qui demanderaient la levée des conditions, mais en même temps, la Cour, lorsqu'elle lèvera ces conditions, devrait, dans sa décision, insister sur le fait que M. Blé Goudet ne fasse pas l'objet à aucun moment d'ingérence de la part d'ingérence de procédures extérieures qui interféreraient avec l'article 22 du statut. Vous verrez dans les pièces que nous avons présentées pour cette procédure, les pièces relatives justement au procès in absentia, où il a été inculpé en une heure et demie. Et vous verrez que les pièces présentées là sont exactement les mêmes que celles qui figurent dans le dossier ici. Et puis également, vous verrez qu'il y a des éléments de preuve qui ont été présentés au procès en première instance. Il y a également un témoin de l'accusation qui a bien déclaré que M. Blé Goudet avait fait l'objet, avant qu'il n'arrive ici, de traitements inhumains de la part des autorités. Qui m'amène à dire que si la Cour devait lever les conditions, parce que la norme que nous suggérons, eh bien, c'est l'existence de circonstances exceptionnelles, eh bien, s'il devait y avoir donc éventuellement ce procès entaché de vices de procédure, les autres arguments, eh bien, nous demanderions à la Cour de prononcer une décision qui demande que M. Blé Goudet ne fasse pas l'objet d'interférences de la part des autorités. Et, Monsieur le Président, il est vraiment essentiel que cette Cour souligne la nécessité que sa présence à La Haye soit bien garantie. Cette déclaration elle-même, bien que nous ne prenions pas l'article 22 de la procédure, cette déclaration est extrêmement importante. Nous pouvons annoncer que son équipe de la défense présentera une requête article 22 en temps opportun parce que nous avons des éléments de preuve devant la Chambre que nous avons présentés hier. Et vous voyez cela dans notre liste de référence, les documents 8 à 12 dans cette liste. Le mandat d'arrêt contre M. Blé Goudet, délivré sur la base de cette condamnation par contumace, porte sur les mêmes faits que ceux qui avaient été placés devant la Cour par l'accusation. Et le gouvernement ivoirien, en mai 2014, a transféré M. Blé Goudet pour procès ici. Nous ne pouvons pas avoir tout à la fois. Donc, à la lumière de ce mandat d'arrêt qui a été délivré contre lui, document 12 de notre liste de référence, eh bien, nous clôturons nos arguments cette fois-ci et nous demandons que la Chambre fasse une déclaration que même si les conditions mises à sa liberté étaient levées, eh bien que les autorités nationales ne soient pas autorisées à interférer avec le droit de M. Blé Goudet de participer à cet appel. Le Président, nous comprenons effectivement ce que vous dites ici. Il doit pouvoir être à La Haye pour participer aux audiences lorsque cela est nécessaire. Maître Knops. Oui, Monsieur le Président. Le Président, merci. Nous allons maintenant nous en tenir là pour le moment. L'accusation, je crois que c'est votre tour. Monsieur Gallmetzer,
Je crois que vous souhaitez faire une pause en 10 minutes à peu près, donc je me demande s'il ne vaudrait pas mieux commencer cette pause et que nous commencerions 10 minutes plus tôt. Je crois que vous pouvez commencer, dit le président. Avant cela, j'aimerais soulever une question d'intendance et je demanderai une audience à huis clos partiel pour cela. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. We will do private session. Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. Je m'adresse à la galerie du public. Les rideaux vont être tirés à un moment pour que nous puissions discuter de questions d'intendance.
se corrige l'interprète, en audience publique. We are back in open session, Mr. President. Greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Let's see what we can do in 5 minutes. Le Président, voyons ce que nous pouvons faire dans les 5 minutes qui nous restent. Monsieur Gallmetzer, je vous donnerai un aperçu général de notre position dans ces 5 minutes. Est-ce que je peux prendre la parole? Le Président, oui. Monsieur Gallmetzer, avant que je n'évoque les 4 questions que vous avez posées, je vais résumer notre position avec les 2 points suivants. Premièrement, indépendamment de la question de savoir si et dans quelles circonstances il y a une reconsidération des arrêts règle 158 qui soit possible, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un tel remède en l'espèce parce qu'il existe d'autres procédures qui permettent à la Chambre d'appel de revoir l'arrêt du 1er février 2019. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire de réexaminer et de révoquer les conditions de mise en liberté fixées dans votre arrêt l'année dernière pour une autre raison. Ceci parce que depuis le 1er février 2019, rien n'a changé. Je vais développer cela après la pause. Il n'y a pas eu de changement de circonstances, ni pour M. Gbagbo, ni pour M. Blé Goudé. Rien n'est arrivé qui aurait une incidence sur la conclusion tirée par la Chambre d'appel qu'une mise en liberté conditionnelle est nécessaire pour garantir qu'ils ne prennent pas la fuite et pour garantir leur comparution devant la Cour. En outre, il n'y a pas eu de changement dans la position du procureur en ce qui concerne le recours que nous demandons dans notre appel. Le procureur a l'intention de poursuivre la procédure contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé, ce qui signifie que si son appel devait aboutir, le procureur a bien l'intention de rejuger M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Mon conseil développera ce point ultérieurement. Voilà, nous pouvons peut-être faire la pause maintenant parce que je vais ensuite commencer à développer les différents points. Le Président, oui, effectivement, vous avez demandé cette pause et nous allons la marquer maintenant. This is all very messy.